Alors, docteur Giroux, quand vous dites les parents donc, qui sont violents, ils ne sont pas forcément méchants, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas de déclic? Ils ne se rendent pas compte que la violence qu'il exerce sur sa progéniture le détruit. Parce que pour certains, ça continue jusqu'à l'âge adulte des enfants. Tout à fait. Non, une chose est l'information, oui, théorique. Une autre chose est la traduction dans la pratique de ce que l'on sait. On peut savoir plein de choses en théorie et avoir du mal à le passer dans la pratique. C'est exactement le cas de beaucoup de ces parents qui ont des comportements violents. Ils savent qu'ils sont en train de faire mal à leurs enfants. Et quand je les reçois en consultation, ils le disent. Je sais, c'est pas ce que j'ai envie de faire en fait. C'est pour ça que je vous disais, ils sont en souffrance eux-mêmes. Parce que quand vous faites ce que vous n'aimez pas, en réalité, c'est que vous êtes dans la souffrance. Ouais. Vous voyez. Donc, ils ont du mal à changer de façon de faire. Mais dans leur tête et dans leur cœur, ils ne sont pas d'accord avec eux-mêmes la violence qu'ils sont en train d'exercer sur leur enfant. Donc, c'est des parents qui sont en dissonance. Vous voyez, ils sont en coupure avec eux-mêmes, avec leur projet de vie. Ce qu'ils ont, la première fois qu'ils ont eu leur bébé entre leurs mains, ils ont rêvé d'un avenir magnifique. Ils ont rêvé d'une relation de bonheur avec cet enfant-là. Donc, quand ils passent maintenant à une autre phase de la vie où ils sont en train de violenter, vous voyez, de châtier physiquement leur enfant, c'est que quelque part, il y a eu un moment où ils n'ont plus su comment le rêve doit continuer. Ils n'ont pas eu les modes opératoires, ils n'ont pas su dans la pratique comment faire. Vous voyez, donc ces parents savent manifestement ce qu'ils sont en train de faire. Pour la plupart, ça détruit, vous voyez, la stabilité émotionnelle de leur enfant. Beaucoup le savent, vous voyez, mais ils ne savent pas comment faire autrement. Parfois, c'est des parents qui éduquent seuls leurs enfants, même si ils sont en couple. Parce qu'il y a des cas où l'autre parent, vous voyez, tire tous les bénéfices et ne s'implique pas, vous voyez, pour appuyer le parent qui est au quotidien en train d'éduquer les enfants. Si je prends notre cas ici en Afrique, dans beaucoup de cas, ce sont les mamans qui se cassent la tête pour tout. L'alimentation, la santé, l'éducation, tout, c'est laissé à la maman, même si le père, il sort pour aller travailler. Mais l'argent que nous amenons n'est pas plus important que de prendre son enfant, vous voyez, et de s'occuper de lui, de lui parler, de lui faire connaître la vie. Parfois même sortir discuter. Ce n'est pas des choses qui coûtent de l'argent. Mais sortir discuter, changer de contexte, lui apprendre la vie et jouer mon rôle, vous voyez, en tant que deuxième aile de cet avion-là, parce qu'un avion a toujours besoin de deux ailes pour se stabiliser. Et si un des deux parents manque, tout le poids est versé sur l'autre côté. Vous voyez, et le parent utilise généralement la violence pour pouvoir aller au plus simple. Alors, dans ce cas, que pensez-vous du modèle scandinave de la famille où le père a son congé de paternité et la mère son congé de maternité pour que chacun soit équitablement au foyer et s'occuper de l'enfant? Oui, ça a beaucoup de sens pour moi. Oui. Ça a beaucoup de sens et je pense que nous devons oser. Nous devons oser dans cette Afrique du XXIe siècle qui a la prétention de trouver sa place dans le cercle des grands continents. Nous devons oser. Le développement de l'Afrique ne repose pas sur ce que nos États font en construisant des routes et des autoroutes. Le développement de l'Afrique repose sur la capacité des parents à éduquer correctement leurs enfants. C'est ça l'avenir de l'Afrique. Ce n'est pas les routes et les autoroutes. C'est vraiment l'éducation des enfants. Donc ça veut dire que le meilleur investissement à faire aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas dans ces constructions. C'est dans la construction plutôt du capital humain, dans la construction de la sérénité chez les parents. Et pour que les parents puissent construire la sérénité et éduquer dans cette sérénité leurs enfants, il faut qu'on leur aménage des temps. Les congés parentalité sont dans ce sens. Il faut que la maman ait tout le temps qu'il faut pour s'occuper de son enfant. On pense qu'on perd du temps. En réalité, donner les congés maternité, c'est du temps que l'on gagne, ce n'est pas du temps que l'on perd. Parce que si une maman s'occupe très bien de son enfant, c'est tout le pays qui bénéficie.
Et le papa, parce qu'en Scandinavie, c'est aussi le papa. Tout à fait, tout à fait. Et j'en viens. Il faut que le papa ait le temps. Nous devons valoriser. Et c'est ça que nos États ont du mal à faire. Ils sont en retard sur ces questions-là. Quand les parents s'occupent de leurs enfants, c'est l'État qui gagne. Ce n'est pas du temps que l'État perd. Donc les États doivent favoriser, vous voyez, le fait que les parents, ils doivent valoriser, ils doivent promouvoir vraiment les congés parentaux des deux côtés. Que les papas aient le temps de s'occuper. Vous voyez, il faut qu'on les encourage, pour ne pas dire les forcer, il faut qu'on les encourage à aller s'occuper de leurs enfants. Les parents, le papa doivent pouvoir donner de l'affection à leurs enfants. Vous voyez, il ne faut pas négliger la partie émotionnelle dans les apprentissages. On apprend comme on se sent. Une personne stable apprend mieux qu'une personne instable. Alors peut-être, oui, on peut aller dans ce sens de congé paternel, congé maternel, mais peut-être l'autre chose qui ne passerait pas en Afrique, c'est que le papa soit à la maison, la maman aille au boulot et que le papa s'occupe du bébé, fasse le ménage, la cuisine, non, en Afrique. L'Afrique est un continent dynamique. Oui. L'Afrique change. Si vous regardez 10 ans en avant, vous voyez, ces thèmes-là même n'étaient peut-être pas abordés comme c'est abordé aujourd'hui. Vous voyez, il y a un grand changement en Afrique. L'Afrique n'est pas condamnée, vous voyez, aux vieilleries, à des archaïsmes. Vous voyez, l'Afrique est totalement disposée et ouverte pour les changements positifs pour l'Afrique. Et jamais l'Afrique n'a rejeté le fait que le papa s'occupe de son enfant. Jamais. Ça a toujours été une qualité. Les personnes qui sont douces avec les enfants en Afrique n'ont jamais été détestées ni dévalorisées. C'est des gens qui ont toujours été valorisés par la communauté. Vous voyez. Donc, ce n'est pas des thèmes nouveaux en réalité. Ce n'est pas du tout nouveau pour l'Afrique si un papa s'occupe de son enfant. Et après, à un moment donné également, de quelle Afrique nous parlons? Est-ce que l'Afrique des villes? Est-ce que l'Afrique des campagnes? Vous voyez, nous ne sommes pas dans le même contexte. Mais dans tous les cas, gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper, c'est oser également, n'est-ce pas? C'est inviter les populations à des changements qualitatifs. Et c'est également ça, il faut oser les changements. Oui. Très bien, oser le changement. Alors, les parents donc, qui sont violents, ils ne sont pas forcément méchants. Est-ce que cela veut dire que la violence qu'ils exercent sur l'enfant lors de l'éducation n'est donc pas jouissif quelque part pour eux? Oui, c'est ça. À moins qu'on tombe sur des psychopathes, vraiment. Oui. À moins qu'on soit vraiment dans la psychopathologie. Et je pense qu'en tout cas pour l'essentiel, ce n'est pas des psychopathes. C'est des gens qui souffrent. Il faut voir ça. C'est des gens qui souffrent. Ils ne jouissent pas du fait de vous voyez, frapper leurs enfants, de les violenter, de les malmener. Vous voyez, même parfois, ça va loin. Combien de cas ont mené à des décès? Frapper son enfant jusqu'à le tuer. Mais vous voyez pourquoi on en arrive là, c'est qu'il y a des problèmes psychologiques chez le parent. Il y a une vraie souffrance et surtout un manque de contrôle. Et on pense que c'est la seule faute du parent, on ne voit pas la responsabilité de l'État. Un État qui n'a pas su donner aux parents un espace, un cadre, un programme pour savoir comment on éduque les enfants, cet État est aussi responsable de ce qui se passe. Vous voyez, cette protection, elle est multiforme et elle est à plusieurs niveaux. Elle n'est pas seulement au niveau des services. Cette protection, elle est jusque dans les maisons. Mais pour être efficace dans les maisons, il faut que l'État donne aux parents les bonnes informations. Qu'il y ait un véritable programme dédié aux parents pour que l'État puisse dire j'ai fait ce que je devais faire en vous donnant les bonnes informations pratiques, pas des informations théoriques. Et je voudrais dire là-dessus que, au moins, j'espère pour ce cas en Afrique, nous allons cesser d'avoir des modèles importés. Nous allons prendre nos responsabilités pour travailler avec des experts africains sur cette question, qui comprennent les sociologies africaines et qui sont capables de construire des programmes d'éducation parentale respectueux de notre africanité, respectueux de notre sociologie, respectueux du parent africain, des programmes qui parlent aux Africains. Vous voyez, nous devons éduquer nos enfants tels que nous sommes en Afrique et nous devons tout faire pour éviter de les éduquer tels que l'on éduque ailleurs, parce que nous ne sommes ni ailleurs ni ces autres peuples, nous sommes nous-mêmes.
Très bien. Alors, docteur Giroux, je dois rappeler quand même que la violence physique, elle, on peut l'apercevoir tout de suite. Mais il y a une autre violence qui est psychologique et psychique. Je pense que celle-là est beaucoup plus destructrice. Comment est-ce qu'on peut la détecter et aider la famille dans son ensemble, l'enfant surtout, avant que le pire ne survienne? Puisque vous dites que les parents n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Tout à fait, vous avez parfaitement raison, cher ami. La négligence, l'indifférence, vous voyez, et les violences psychologiques, morales, vous voyez, sont destructrices. Elles sont plus destructrices. Le harcèlement moral. Le harcèlement moral, vous voyez, sont beaucoup plus dévastateurs que ce que nous sommes en train de dire dans ce que l'on voit, qui est le châtiment corporel, par exemple. Vous voyez. Et quand vous voyez un enfant qui est vraiment en repli. Absolument. Vous voyez, voilà. Et cet enfant ne parvient pas à être comme les autres enfants. Et on sent qu'il n'est pas épanoui psychologiquement. Quand vous allez en classe, vous risquez de voir cet enfant-là qui est dehors, qui est derrière. Vous voyez, c'est des enfants qui peuvent se mettre derrière. C'est toujours dans la stratégie du repli. Ou au contraire, des sortes de fuites en avant, où cet enfant-là va bavarder, il va se comporter comme un leader, mais un leader violent. Vous voyez, en réalité, c'est toujours une façon de se cacher et de cacher ce qu'il vit à la maison ou qu'il vit ailleurs. Vous voyez. Donc, ça, c'est des signes que nous commençons à bien connaître aujourd'hui, qui indiquent clairement que cet enfant n'évolue pas dans un cadre positif à la maison. Pour dire autrement, il risque d'être quelqu'un qui vit en réalité dans un cadre toxique. C'est ça en réalité. Toxique, chronique et toxique. Vous voyez. Et tout ça, en réalité, si je prends le cas du Sénégal ici, on voit que de plus en plus, le ministère de l'Éducation nationale, à travers ce qu'on appelle les psychologues conseillers, le ministère de l'Éducation nationale est en train de beaucoup travailler là-dessus pour pouvoir détecter très tôt à l'école les enfants qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des problèmes de bien-être. Malheureusement, les psychologues conseillers ne sont pas en grand nombre. J'ai pris que vraiment on en est assez, mais il faut un grand nombre aujourd'hui de psychologues conseillers. Il faudra que l'État mette énormément de moyens techniques, financiers et humains au Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle pour que nous puissions, parce que c'est des gens extraordinairement bien formés qui sont là-bas, mais comment vous voulez que 200 psychologues s'occupent de 7 millions d'enfants? Il y a 7 millions d'enfants dans le système éducatif. Comment vous voulez que 200 psychologues puissent s'en occuper? Beaucoup d'enfants seront évidemment laissés à la rade, en rade plutôt, et malheureusement, c'est des enfants qui vivent ce type de violence dont vous parlez. Voilà, moi, je les reçois en consultation. Parfois, on m'appelle au téléphone, c'est des enfants, mais vous sentez que c'est des enfants qui souffrent. On ne les écoute pas à la maison. Ils n'ont pas le droit de parler. Ils sont humiliés à chaque fois qu'ils parlent. Vous voyez, même pas parce qu'on leur dit qu'ils sont bêtes, mais il y a même des façons de ne pas leur répondre qui est une marque de mépris. Peut-être même de les regarder. Voilà, des regards. Il y a des regards même qui sont dévalorisants, qui sont méprisants, vous voyez, qui sont des regards qui nient la dignité. C'est ça en fait, la dignité de nos enfants. Et là-dessus, cher ami, je vais le dire aux parents, ceci. La dignité, elle est supérieure à la parentalité. La dignité de nos enfants, elle est supérieure à la parentalité. Vous voyez, la parentalité, elle est inférieure à la dignité humaine. Vous voyez, être parent, ça ne donne pas le droit de violenter un enfant. Ça ne donne pas du tout, il faut être très clair, le droit de violenter et de porter atteinte à la dignité de nos enfants. La dignité des enfants, elle est supérieure à la parentalité. C'est les enfants qui ont créé la parentalité, alors que c'est Dieu qui a donné la dignité. On n'est pas parent si on n'a pas d'enfants à éduquer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en réalité, les parents doivent leur statut aux enfants. Vous voyez? Donc ça n'a pas de sens qu'il est violent en réalité. Alors,